Nous avons vu dans une première vidéo comment Karl Marx et Max Weber analysaient les classes sociales et d'autre part comment l'INSEE en France avait essayé à travers les PCS de recréer une stratification sociale. La question qu'on peut se poser actuellement, c'est est-ce que la France est toujours une société de classe ou est-ce que cette notion n'est plus tout à fait opérante? C'est ce que nous allons essayer de voir. C'est le sociologue français Henri Mandras qui a le mieux expliqué ce qu'il a appelé la moyennisation de la société. Que signifie ce terme de moyennisation? Eh bien, c'est le fait qu'il y ait une classe moyenne qui prenne de plus en plus d'importance dans la stratification de la société. Non seulement que cette classe prend de plus en plus d'importance, mais aussi que beaucoup d'individus se sentent comme appartenant à la classe moyenne, même si leur niveau de vie et leur mode de vie est souvent très dissemblable. Pourquoi cette impression de moyennisation? Pourquoi cette classe moyenne est-elle en expansion? Eh bien, en fait, c'est essentiellement le fait des 30 Glorieuses. Qu'est-ce que les 30 Glorieuses ont apporté? Eh bien, d'abord, une augmentation continue des salaires. C'est très important parce que pendant cette période, les salaires les plus bas ont augmenté plus vite que les salaires les plus hauts. Donc il y a eu moins d'inégalités et donc cette sensation justement que cette classe moyenne regroupait la plupart des Français. Ensuite, il y a eu la consommation de masse qui s'est développée grâce à cette augmentation de salaire et qui a fait disparaître des barrières très importantes avant, comme les barrières vestimentaires. Avant, eh bien, on voyait tout de suite qui était un bourgeois parce qu'il avait son costume 3 pièces et l'ouvrier avec sa casquette et son bleu de travail. Bon, maintenant c'est fini, tout le monde porte le jean, plus ou moins cher, mais en fait, il y a une certaine homogénéisation vestimentaire, mais il en a été de même pour l'équipement des logements. Avant les 30 Glorieuses, seule une petite catégorie pouvait équiper son logement de toutes les machines qui aident le travail de la femme. En fait, après, même les ouvriers pouvaient acheter les machines à laver, le four, etc. Donc, on a vraiment eu l'impression d'une transformation de la société qui faisait que les individus avaient des niveaux de vie ou des modes de vie relativement semblables. Ensuite, il y a eu l'augmentation de la propriété immobilière. Beaucoup plus de gens sont devenus propriétaires de leur logement et donc, grâce à cela, ont eu l'impression de monter, lorsqu'ils étaient ouvriers ou employés, de monter dans les catégories sociales. Et puis la démocratisation de l'enseignement, qui fait que de plus en plus d'enfants, y compris surtout d'employés, mais même d'ouvriers, ont continué des études supérieures, et donc il y a eu cette impression de mobilité sociale, c'est-à-dire on pouvait monter dans la classe moyenne et arriver relativement haut. Et puis il y a eu la démocratisation de la culture aussi, qui a permis, grâce aux médiathèques, de multiplier la possibilité de lire, de voir des pièces de théâtre, etc. Et donc d'avoir un genre de vie qui était considéré comme celui de l'élite. Et enfin, la tertiarisation de la société qui fait qu'il y a de plus en plus d'employés, de professions intermédiaires, et que ces employés de ces professions intermédiaires se sentent plus proches des élites, c'est-à-dire des cols blancs, que des cols bleus qui sont en base les ouvriers. Donc tout ceci a fait que la société s'est moyennisée, autrement dit la classe moyenne est devenue plus importante et surtout le sentiment d'appartenance à cette classe moyenne est devenu très fort. Alors, quand on tombe par classe moyenne, finalement quasiment tout le monde, sauf les élites, c'est-à-dire ceux qui ont des revenus extrêmement élevés, et puis ceux qui sont dans la pauvreté, dans la précarité, dans le chômage à répétition, et qui, eux, donc, ne se sentent pas de la classe moyenne. Mais tout le reste, c'est-à-dire aussi bien les ouvriers que les employés, que les professions intermédiaires, que les cadres supérieurs,
peuvent se sentir comme appartenant à cette stabiloïde, cette représentation avec donc cette énorme classe moyenne et ces deux extrêmes. Certains parlent de fin de la classe ouvrière. Pourquoi cette impression que la classe ouvrière n'existerait plus? D'abord parce qu'elle a un déclin numérique. On l'a vu en étudiant les PCS, les ouvriers sont de moins en moins nombreux et sont dépassés par d'autres PCS. Ensuite, parce que grâce aux Trente Glorieuses et aussi à l'État-providence, la classe ouvrière a tendance à s'intégrer à la classe moyenne. C'est ce qu'on a vu avec la moyennisation de la société. Résultat, on parle même d'embourgeoisement de la classe ouvrière. Mais aussi à cause de la démocratisation scolaire et aussi du développement de la consommation de masse. C'est ce qu'on a vu. Résultat, le mode de vie n'est plus un mode de vie semblable à celui de la classe ouvrière d'avant les Trente Glorieuses. Elle ressemble plus à un mode de vie de classe moyenne. En plus, la classe ouvrière est en plein éclatement, c'est-à-dire même les sociologues ne parlent plus de classe ouvrière à proprement parler, mais de classe populaire. Et c'est pas la même chose, parce que cette classe populaire, c'est plus flou que classe ouvrière. Cela comporte effectivement les ouvriers, mais dedans, il y a aussi des employés. Et les employés et les ouvriers sont très différents, ont un mode de vie différent, même si leurs revenus peuvent être plus ou moins semblables. Et puis en plus, les ouvriers ont peut-être moins conscience d'appartenir à un groupe homogène. Et ça se voit relativement bien à travers le vote. En effet, avant, massivement, les ouvriers votaient pour le Parti communiste, parce que c'est lui qui représentait mieux la classe ouvrière et qui défendait ses intérêts. Maintenant, une partie des ouvriers va voter pour les autres partis et aussi pour le Front National de plus en plus. Donc on voit que cette classe diminue, elle est rassemblée avec d'autres pour former une classe populaire et enfin elle n'a plus ce sentiment aussi fort de conscience de classe. Les critères d'appartenance de classe sociale n'ont certainement plus aujourd'hui la même pertinence qu'autrefois. Il serait malgré tout abusif de dire qu'il n'y a plus de stratification sociale en classe, qu'il n'y a plus du tout de classe ouvrière, qu'il n'y a plus de différences sociales importantes, de ruptures, de frictions sociales, de fractures sociales. Donc, quelqu'un comme Bourdieu va essayer d'analyser la structure actuelle de la stratification sociale d'une manière plus complexe que ses prédécesseurs, mais en laissant quand même une idée de classe sociale. Donc Bourdieu analyse la stratification sociale en utilisant d'une part l'analyse de Marx pour ce qui est des dominants et des dominés et celle de Weber pour ce qui est des groupes de statut. Et l'on reconnaît les groupes de statut transformés par Bourdieu à travers l'analyse des différents types de capitaux que possèdent les individus et qui permet de les classer en classes sociales. En effet, il y a trois capitaux différents. Le premier capital, c'est le capital économique. Ce capital économique, c'est en fait, en gros, le revenu des individus, qui les classe plus ou moins haut dans la hiérarchie sociale. Il y a le capital culturel. Cela, pour Bourdieu, c'est le plus important de tous parce que ce capital culturel, c'est d'une part la manière d'être, la manière de se conduire, les diplômes, le fait qu'il y ait une certaine familiarité avec les biens culturels. Et pour lui, c'est très important. C'est, si vous voulez, quelque chose qui ressemble à ce que Weber appelait le prestige ou l'honneur.
Et puis, il y a le capital social, c'est-à-dire en fait l'ensemble des relations, tout le réseau que peuvent avoir ou ne pas avoir les individus. Et il classe la société en fonction de deux axes. D'une part, le premier axe que l'on voit ici, c'est la possession des différents capitaux, plus ici, moins ici. Et puis, l'autre axe permet d'étudier ce qui se passe au niveau du capital culturel. Moins de capital culturel pour tous ceux qui se trouvent ici, plus de capital culturel pour tous ceux qui sont ici. Quant au capital social, en général, il est plus important pour ceux qui ont du capital économique, voire du capital culturel. Donc, comment classe-t-il la société? Eh bien, il y a une toute première partie qui est la classe populaire et il classe les gens en fonction aussi de leur style de vie. La classe populaire a un certain style de vie. Ce style de vie, il est lié à plusieurs choses. Il est lié, par exemple, au style vestimentaire, des vêtements moins chers que ceux des autres, mais qui sont par exemple très chauds ou qui sont, disons, efficaces. Et au style alimentaire, le style alimentaire, ce sont des aliments qui ont une fonction, et cette fonction, c'est d'avoir des corps qui soient solides, résistants à la fatigue, au travail, etc. Donc un style alimentaire assez spécifique. Et puis aussi, des pratiques culturelles comme par exemple d'aimer faire du football, de jouer à la belote, donc quelque chose qui est assez collectif dans l'aspect culturel. Et puis il y a ensuite la classe moyenne. Cette classe moyenne, eh bien, regroupe donc beaucoup d'individus, mais elle a aussi son style de vie. Le style de vie est assez différent parce que, au point de vue vestimentaire, on essaye d'être toujours à la mode, de copier la mode de la classe supérieure. Et au niveau du style alimentaire, là, il s'agit d'une idée du corps qui est très différente. Il s'agit d'avoir un corps qui soit mince parce que ce sera un corps élégant et donc en fait une alimentation beaucoup plus légère, des boissons plus légères comme l'eau minérale par exemple, et donc un lien entre l'alimentation et le corps comme dans l'autre classe. Et puis, il y a les pratiques culturelles. Ces pratiques culturelles sont plus individualistes que dans le cas de la classe populaire. En effet, on va voir comme pratique culturelle, eh bien, d'aller voir des pièces de théâtre, des comédies, de jouer de la guitare, etc. Et puis, ensuite, il y a la classe supérieure. Cette classe supérieure, elle cumule en général le capital économique et une bonne partie d'entre elles cumule, celle qui est ici, cumule le capital culturel maximum. Que se passe-t-il? Là aussi, le style de vie est différent. Pour le style alimentaire, là, c'est vraiment les produits les plus légers, tout ce qui est maintenant bio, par exemple. Parce que là, il s'agit toujours d'être le plus élégant possible et donc le plus mince possible. Ensuite, il y a les pratiques culturelles. Ces pratiques culturelles sont des pratiques un petit peu plus luxueuses, c'est-à-dire que, par exemple, on va faire du tennis, on va faire du golf, ces enfants vont jouer du piano, on va à la montagne l'hiver. Donc là, on voit qu'il y a des dépenses plus importantes dans tout ce qui est culturel. Et il en est de même pour la partie qui est la partie qui a le plus de capital économique, puisque là, c'est l'équitation, par exemple, qui va être un sport important, ou la voile. Donc, on voit que les styles de vie correspondent à des classes différentes, mais aussi correspondent à des idées que chacune de ces classes se font de l'aspect extérieur qu'ils doivent avoir et de type de relations, de réseaux que peuvent créer des activités culturelles. Donc, il existe des classes sociales, mais c'est une stratification beaucoup plus complexe que celle que nous avions vue jusqu'à maintenant, mais qui existent quand même et qui montrent des différences, voire des fractures importantes entre les différentes classes. Dieu
a donc une approche multidimensionnelle de la stratification sociale. Mais malgré tout, il remarque qu'il y a des effets de domination et que ceux qui possèdent au maximum les capitaux, soit les trois, soit au moins deux d'entre eux, et surtout ceux qui possèdent le capital culturel, le capital économique, ont la possibilité d'imposer leur vision du monde aux autres. Pour les autres, eh bien, ce qui est bien, ce qui est bien parler, bien se vêtir, bien se tenir, etc., c'est la manière dont la classe supérieure a décidé que c'était cette manière-là qui était la bonne. Et donc, c'est une domination symbolique très forte que subissent ceux qui sont dominés. Donc il y a malgré tout un concept peut-être moins strict des classes sociales, mais un concept qui existe. Ce qui peut faire penser à un retour des classes sociales, c'est l'augmentation des inégalités, qui crée une nouvelle polarisation de la société. Qu'est-ce que c'est que la polarisation ? Bien, c'est le fait que la société, au lieu d'avoir une énorme classe moyenne centrale, la classe moyenne basse va descendre dans le pôle de la pauvreté, la classe moyenne haute peut monter dans la partie supérieure, et le résultat, c'est que la classe moyenne a tendance à diminuer. Alors regardons cela, par exemple les 0,01% les plus riches ont vu entre 2004 et 2008 leur revenu annuel augmenter de 33%, ce qui en valeur absolue donne 180 400 €. Par contre les 50% qui gagnent le plus, donc qui sont du bon côté du salaire médian, eh bien leur augmentation n'est que de 5%, ce qui en valeur absolue fait 900 €. Évidemment, si l'on prenait les 10% les plus pauvres, on s'apercevrait qu'en valeur absolue, eh bien, l'augmentation ne peut pas faire grand-chose. Et le résultat, c'est qu'en 2007, il fallait 166 années à un ouvrier pour atteindre le niveau de vie d'un cadre supérieur, alors qu'il n'en fallait que 29 en 1955. Et qu'il y a la formation d'un nouveau prolétariat qui est formé de travailleurs pauvres, mais qui travaillent, et qui, malgré le travail, se trouvent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire en dessous des 60% du salaire médian, et ces travailleurs pauvres invalident la thèse de la moyennisation de la société, parce qu'ils cumulent des inégalités économiques, celles des revenus, celles des problèmes de chômage, de la précarisation, et sociale, et donc, en fait, il y a un risque de reproduction sociale, donc on rentre dans ce système de classes qui se reproduisent. Et donc, ces inégalités posent aussi le problème de la conflictualité entre ces catégories de pauvres, de nouveaux pauvres, et au contraire les hyper riches comme les traders qui, eux, font partie de l'élite de l'élite. Donc là, des inégalités qui augmentent, une société qui se polarise et des classes sociales qui risquent la reproduction sociale. Finalement, on peut considérer que l'analyse de la stratification sociale en tant que classe sociale existe, mais c'est une représentation parmi d'autres. Et cette représentation devient quand même de plus en plus difficile parce que chaque individu est maintenant beaucoup plus complexe que l'on ne pouvait le percevoir par avant. Et donc les individus multiples, complexes, sont beaucoup plus difficiles à classer. Et il existe certainement d'autres critères de classement que celui des classes sociales.